pourquoi cette confrontation? Eh bien, parce que rien ne va et qu'on est dans une stratégie de bouc émissaire. Parce que rien ne va dans les 3 pays de l'AES. Oui. C'est vrai pour le Mali, c'est vrai pour le Niger, où il y a des attentats tous les jours, où je crois qu'il y a eu autour de 170 morts depuis le début de l'année, ce qui est quand même juste énorme, 179 morts. Excusez-moi, voilà le chiffre exact, 12 prises d'otages. Donc c'est un échec absolu. Et face à ça, il faut trouver des boucs émissaires. Donc le bouc émissaire, c'est la France. Allez, on la chasse. Le bouc émissaire, c'est la CEDEAO. On en sort. Le bouc émissaire, aujourd'hui, c'est l'Algérie. Et ces 3 États, en fait, derrière cette stratégie extrêmement agressive, c'est la volonté de dissimuler à ces populations un échec flagrant. On va passer à un deuxième sujet, avec les fâcheuses turbulences entre l'Algérie et les pays de la Confédération des États du Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso. Alors, tout a commencé ce 1er avril avec la destruction d'un drone malien par la défense algérienne. Et pour les autorités maliennes, ce drone aurait été abattu au-dessus de leur territoire, alors que l'Algérie dénonce une violation de son espace aérien. Conséquence, les 3 pays de l'AES, Mali, Niger et Burkina Faso, ont décidé ce 6 avril de rappeler leurs ambassadeurs respectifs d'Algérie. Et en retour, l'Algérie a appliqué ce qu'on appelle le principe de réciprocité en faisant de même pour ses ambassadeurs avant de fermer son espace aérien au vol en direction et en provenance du Mali. Ben Yassi, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette montée des tensions entre l'Algérie et les pays de l'AES? Il faut dire que depuis quelque temps, on a assisté à une dégradation continue des relations entre singulièrement l'Algérie et le Mali, et plus généralement entre les pays de l'AES et l'Algérie. Effectivement, il y a de quoi s'inquiéter parce que ça concernait un seul pays et par solidarité, les autres ont agi au niveau de l'Alliance des États du Sahel. C'est très préoccupant cette situation parce qu'il y a eu des rappels d'ambassadeurs avec le principe de réciprocité. On a vu que également l'Algérie a fermé ses frontières terrestres aériennes par rapport au Mali. Et n'oublions pas que l'Algérie a toujours joué un rôle prépondérant dans la zone en tant que médiateur, en tant que facilitateur, en tant que pays hôte. On se souvient des accords d'Alger entre le Mali et les mouvements Touareg. C'était important. Des accords désormais caducs, par la volonté de la junte au pouvoir au Mali. D'ailleurs. Effectivement, et donc est-ce que cette situation n'est pas à l'origine de ce que nous vivons présentement? Parce qu'un grand pays comme l'Algérie, qui a toujours eu une prépondérance dans la zone en réglant pas mal de situations, et également par rapport aux populations qui vivent d'une frontière à l'autre, qui ont la possibilité, bon, c'est toujours les mêmes populations, les mêmes familles qui vivent de part et d'autre. Et à un moment donné, on a soupçonné même l'Algérie d'être le parrain de certains de ces mouvements. Bon, ça restait à prouver. Et avec la naissance de l'Alliance des États du Sahel, à un moment donné, l'Algérie a perdu de son pouvoir d'influence sur la zone. Est-ce que maintenant c'est cette situation qui a fait que l'Algérie a voulu faire une sorte de piqûre de rappel à ces États, et principalement le Mali et le Niger? Est-ce que c'est également un signal envoyé à son allié qui est la Fédération de Russie en lui disant que bon voilà, c'est bien beau d'avoir... Ça fait quelque temps que l'Algérie se plaignait justement de la présence de Wagner au Mali. Oui, donc... et Moscou est très sensible d'ailleurs aux revendications algériennes. Effectivement, est-ce une sorte de ligne jaune qui a été adressée à la Fédération de Russie en lui disant que bon, c'est une ligne à ne pas franchir? Et on note parallèlement à tout ça également un renforcement de la base militaire sud de l'Algérie et qui fait focus sur le Maroc.
Oui. Donc il y a une tension qui est là et qui est préoccupante et j'espère qu'on aura la sagesse de trouver des solutions parce que s'il y a une déflagration au Niger, il y aura des conséquences. Ah ben oui. Il faut dire que ça fait depuis quelque temps, le Mali reproche à l'Algérie une certaine bienveillance supposée de l'Algérie vis-à-vis des rebelles Touaregs, de Kidal notamment. Effectivement, pas plus tard que hier. De l'Azawad. Oui. Et on se souvient en septembre dernier, d'ailleurs, celui qui est aujourd'hui le Premier ministre du Mali avait vertement apostrophé le ministre des Affaires étrangères algérien en reprochant à l'Algérie en fait d'héberger sur son sol, d'offrir le gîte, le couvert aux rebelles Touaregs. Donc voilà, il y a quand même tout cela évidemment en arrière-plan de la montée de tension actuelle. Ça a été confirmé par une série de photos officielles pas plus tard qu'il y a 2 jours montrant un des leaders. En tout cas, il y a une bataille de communiqués. Oui. En tout cas, il y a une photo qui circule montrant un leader Touareg avec l'actuel ministre des Affaires étrangères algérien dans un aéronef officiel de l'Algérie. Alors, il faut dire que voilà, tout ça, le climat est devenu très, très, très tendu. Délétère. Et tous les codes diplomatiques sont pulvérisés. Pulvérisés. Ben oui, parce que je vais vous donner un exemple, enfin un extrait du communiqué de l'Algérie suite au rappel des ambassadeurs des pays de l'AES. Juste un extrait. Alors, le gouvernement algérien a pris connaissance avec un sentiment de grande consternation du communiqué du gouvernement malien de la transition ainsi que de celui émanant du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Par son communiqué, le gouvernement de la transition du Mali porte de graves accusations contre l'Algérie. En dépit de leur gravité, toutes ces allégations mensongères ne dissimulent que très imparfaitement la recherche d'exutoires et de dérivatifs à l'échec manifeste de ce qui demeure un projet putschiste qui a enfermé le Mali dans une spirale de l'insécurité, de l'instabilité, de la désolation et du dénuement. Et un peu plus loin dans le communiqué, l'Algérie qualifie le pays de l'AES de clique institutionnelle. Inconstitutionnel. De clique institutionnelle, voilà, c'est une variante de putschiste, quoi. C'est extraordinaire, ce terme de clique inconstitutionnel. Bon, mais absolument. Ça monte quand même très, très, très haut dans les tours. Tous les codes diplomatiques sont pulvérisés, vous avez raison. Je pense comme Ben que le Mali n'a pas intérêt à faire ça, en fait. Parce que l'Algérie est effectivement un pays qui a été médiateur dans le passé. C'est des voisins communs, directs. Ils ont de très grandes frontières en commun. Il y a eu l'accord d'Alger, vous l'avez dit. Et puis, l'Algérie a développé quand même une vraie expertise depuis les années 90 dans la lutte contre le djihadisme. Elle a aujourd'hui des résultats en termes de renseignement, en termes militaires. Elle peut aider. Elle peut aider le Mali. Donc, pourquoi cette confrontation ? Eh bien, parce que rien ne va et qu'on est dans une stratégie de bouc émissaire. Parce que rien ne va dans les 3 pays de l'AES. Oui. C'est vrai pour le Mali, c'est vrai pour le Niger, où il y a des attentats tous les jours, où je crois qu'il y a eu autour de 170 morts depuis le début de l'année, ce qui est quand même juste énorme. 179 morts. Excusez-moi, voilà le chiffre exact. 12 prises d'otages. Donc c'est un échec absolu. Et face à ça, il faut trouver des boucs émissaires. Donc le bouc émissaire, c'est la France. Allez, on la chasse. Le bouc émissaire, c'est la CEDEAO. On en sort. Le bouc émissaire, aujourd'hui, c'est l'Algérie. Et ces 3 États, en fait, derrière cette stratégie extrêmement agressive, c'est la volonté de dissimuler à ces populations un échec flagrant. Alfred. Tu crois, hein ? Oui, je pense effectivement qu'il y a déjà le contentieux de la caducité de l'annulation de l'accord d'Alger qui avait permis de stabiliser la situation au niveau du Mali et qui avait permis effectivement quelques avancées, que Yaga Grali et tout sa clique pouvaient revenir à Kidal, et comme il y avait ce projet de partage de pouvoir aussi, que le coup d'État, le putsch, a remis en question. Pardon. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que ce n'est pas seulement avec l'Algérie que le Mali a de problèmes. Il n'y a pas longtemps, le Mali a eu de problèmes avec la Mauritanie, pour les mêmes raisons, disant qu'il y avait franchissement de la frontière et que
Les tensions étaient montées aussi, mais vite calmées par les discussions entre les délégations. Je crois que le ministre des Affaires étrangères était parti commencer à Nouakchott, et puis ça s'est calmé. Abdoulaye Diop. Oui. C'est ça, exactement. Et l'Algérie, évidemment, comme on l'a dit, a renforcé la sécurité tout le long de sa frontière avec ces pays-là, parce qu'il y a cette instabilité qui continue, et a renforcé cela parce que justement, il y avait une forme de sécurité quand il y avait Barkhane, quand il y avait les Nations Unies, quand il y avait toutes ces forces Takuba qui étaient là pour sécuriser justement les frontières et puis lutter contre le djihadisme. Et au fond, aujourd'hui, mais la crainte aussi de l'Algérie, c'est d'être déstabilisée. Et donc, ce qui fait effectivement qu'il y a ce renfort qui est là. Mais la question du drone, alors les uns et les autres disent ça a passé ma frontière, ça n'a pas dépassé ma frontière. Ça, ce n'est que, j'allais dire, l'étincelle qui pousse justement les putschistes qui sont dans l'impasse dans les 3 pays de l'AES. Bon, les autres, par solidarité, évidemment, soutiennent le Mali, mais sur la pointe des pieds quand même pour le Niger, en particulier. Absolument. Le Burkina Faso aussi, parce qu'ils savent effectivement que l'Algérie, c'est d'abord une puissance au niveau de l'Afrique septentrionale et puis dans la frontière avec l'Afrique occidentale et puis ces pays du Sahel, comme ils ont toute une frontière commune, et que, comme Geneviève le rappelait, la question de la maîtrise de l'information, du renseignement, l'Algérie dispose. D'ailleurs, la France se remet à discuter avec l'Algérie. Pourquoi? L'un des points qui a été évoqué, c'est de dire, oui, l'échange des renseignements. Et que l'Algérie détient beaucoup à une expertise là-dessus. Et c'est un pays qui ne plaisante pas. Non, on ne plaisante pas avec l'Algérie. C'est un pays qui ne connaît que le rapport de force. Alors, puisque vous avez la parole. Se situer dans un rapport de force avec l'Algérie, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Alors, je voulais évoquer avec vous, Geneviève, justement, dans ce contexte. On a vu récemment donc, la libération au Niger, début avril, d'une cinquantaine de prisonniers au Niger, parmi lesquels d'anciens ministres du régime renversé par le coup d'État du 26 juillet 2023, un ancien ambassadeur, un journaliste, des acteurs politiques, etc. Alors, pour rien de changer, en tout cas pour le président renversé Mohamed Bazoum, toujours séquestré avec son épouse. Alors, alors, une question s'est posée au moment de cette libération, qui a été évidemment saluée par une certaine opinion, c'est que, voilà, selon le pouvoir, selon la junte nigérienne, ces personnes auraient été libérées sur recommandation des récentes assises nationales qui sont déroulées à Niamey. Mais on s'étonne évidemment que des gens bénéficient d'une grâce alors que la plupart de ces personnes n'ont pas bénéficié d'un procès. Et pour certains d'ailleurs, on n'a jamais su ce qu'on leur a reproché pendant tout le temps qu'ils étaient en prison, quoi. Alors, certains ont bénéficié d'un procès, certains même ont gagné le procès, comme par exemple Ibrahim Yacouba, qui a gagné son procès, puis qui est reparti à Wallam après avoir gagné son procès. Voilà. La décision de le libérer n'a jamais été exécutoire, en fait. Bon. Et on se réjouit d'ailleurs de sa libération. Elle était ministre d'État, ministre de l'Énergie de Mohamed Bazoum. Oui, Bazoum, lui, est toujours séquestré. Il est toujours avec son épouse dans quelques mètres carrés. Donc le combat pour sa libération continue, parce que franchement, tout ça n'a pas de sens. Et pour les autres, évidemment, on se réjouit. Bien sûr. Mais maintenant, il est peut-être temps de passer à autre chose. Oui. Monsieur Tchiani s'est autoproclamé président de la République pour 5 ans. Il a prêté serment. Il est devenu général d'armée. Très bien. À quoi rime le fait de conserver le président Bazoum sous cloche comme ça ? Quel est son intérêt? C'est l'intérêt de personne. Il est évident qu'il faut maintenir une pression, si tant est qu'il y ait une pression. Enfin, en tout cas, que tous ceux qui sont susceptibles de faire pression le fassent, notamment les nouvelles autorités de l'Union africaine. Oui. Il y a une médiation qatari, dont on a entendu parler. Il y a une médiation marocaine. Donc il y a quand même des puissances régionales qui s'impliquent et on ne peut que souhaiter très très fort qu'elles y arrivent très très vite. Parce que chaque mois qui passe est quand même inquiétant en termes de santé pour quelqu'un qui est prisonnier. Enfin, est-ce qu'au bout de 20 mois, bientôt 21 mois, on sort complètement indemne? Je ne suis pas convaincue de cela.
Tous les sujets de cette édition sont passionnants, évidemment, mais je suis en train de regarder l'horloge. Oui. Nous sommes en train, justement, pour le coup, de pulvériser, en fait, On pulvérise encore. le temps qui nous est On va aller imparti. vite sur le dernier sujet. Il faut passer à libérer Bazoum. Exactement. C'est- Libérons Bazoum. Voilà, c'est le point le plus important. Oui. On libère des gens, mais Bazoum, puisqu'il n'est plus au pouvoir, il faudrait que ceux qui l'ont enlevé puissent le libérer, qu'ils puissent se vaquer à ses occupations. Tout ça n'a aucun Et qu'il sens. et qu'il n'ait surtout pas d'idées, de tentatives de revenir, faire un autre coup d'État pour reprendre le pouvoir avec ses alliés. Donc, je pense que Ah bah, de sa santé... l'idée de Bazoum, c'est pas de faire un coup Ah non, d'État. non, Il n'a c'est ce que jamais je fait dis. ça de sa vie. Non, mais C'est je un dis- démocrate. non, mais Donc, c'est pourquoi je parle en général. c'est pas le but de Bazoum de faire des coups d'État. Le mieux, ce serait Ça se qu'on saurait. le libère avec les autres et qu'on prenne les dispositions pour, à la limite, qu'il quitte, je sais pas, son pays ou bien qu'il reste là-bas, mais en même temps qu'il reste tranquille, qu'il vive sa vie, quoi. Parce que Très Bazoum, bien. c'est une page qu'on a tournée, Alors, d'une certaine façon. On va évoquer rapidement Ça, le ce troisième sera, sujet, on n'a plus lui, beaucoup de temps. Nigériens d'en décider On un aura jour, l'occasion c'est de pas à nous revenir de le sur faire. cette tension en cours entre l'Algérie et les pays de l'AES. Il faut peut-être d'ailleurs penser à ce qu'un médiateur soit désigné pour rapidement éteindre cet incendie, parce que toute la région est évidemment concernée, bien entendu. Il faut aussi peut-être aussi que les autorités de ces pays puissent calmer aussi leurs affidés, qui sur les réseaux sociaux s'enflamment et on appelle pratiquement à une confrontation, voilà, une guerre, je dirais, entre l'Algérie et les pays de l'AES, ce qui est totalement irresponsable. Totalement. À ces autorités, évidemment, de faire le nécessaire.